Rémi Rioux, le directeur général de l'Agence française de développement, est notre invité ce soir. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. L'AFD publie un ouvrage intitulé L'économie africaine 2020 aux éditions La Découverte. Il s'agit d'une analyse des grandes questions économiques qui attendent le continent. Rémi Rioux, cette année, l'économie africaine se portera-t-elle mieux ? Alors ça va bien, 3,2% de croissance l'année dernière. Il y a eu la crise, vous savez, en 2014, avec la chute des cours des matières premières. Mais là, dans toutes les régions, on repart bien. À part les quelques moteurs, le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Angola, l'Algérie ne vont pas très bien. Mais le reste de l'Afrique est en bonne forme. Prenez le Sahel, par exemple. Il y a 5,9% de croissance dans le Sahel. Les gens ne le pensent pas, mais la pluviométrie est bonne. Les matières premières, l'or progressent. Donc il faut qu'on change la perception de l'Afrique, de ses risques, de ses opportunités. Donc c'est ça qu'on a voulu faire. Je vous le montre avec ce petit livre. Vous voyez, dans un format de poche, ça coûte 10 €. Il y en a un qui existe sur l'économie mondiale. Il y en a un avec le CEPI, il y en a un qui existe sur l'économie française. Il n'y en avait pas sur l'économie africaine, on s'est dit. On va rester justement sur cet ouvrage que vous présentez. Quels sont les pays qui vont tirer l'économie africaine en avant cette année ? Alors, l'Afrique de l'Ouest va bien, à l'exception du Nigeria, mais je reviens de Côte d'Ivoire, par exemple, avec le président de la République à la fin du mois de décembre. On a parlé monnaie, vous savez, CFA, ECO. Donc là, il y a une forte croissance depuis 10 ans en Afrique. L'Éthiopie, il y a un chapitre dans le livre sur l'industrialisation de l'Afrique, qui est un grand thème, qui revient très fort. En Éthiopie, on est passé de 15% à 27% de l'économie dans le secteur manufacturier. Et c'est le pays qui a la plus forte croissance. Donc, dans la corne de l'Afrique, il y a aussi des choses qui se passent très intéressantes. À l'inverse, quels sont les pays qui vont probablement connaître des difficultés en 2020 ? Alors, je vous l'ai dit, le Nigeria est frappé. Pendant qu'il fait partie des premières économies africaines. C'est avec l'Afrique du Sud les deux plus grandes économies. L'Afrique du Sud aussi, 1,5, 1,7% de croissance. Donc là, il y a des réformes structurelles à faire en Afrique du Sud. Changer le mix énergétique aussi, vous le savez. La grande entreprise d'électricité Eskom est en difficulté. Et donc là, c'est des poumons et ça pèse évidemment sur des équilibres régionaux africains qu'il faut changer. Vous parliez du Sahel. La dégradation de la situation sécuritaire dans cette région à l'ouest de l'Afrique signifie-t-elle l'échec des interventions militaires et humanitaires ? Alors, vous savez, le Sahel, pour l'Agence française de développement, c'est vraiment le cœur de notre mission. On y met beaucoup d'énergie, beaucoup de projets, 2,5 milliards d'engagement depuis 5 ans. Donc, on suit ça très attentivement. Je crois que la situation économique, en fait, qui est bonne, encore une fois, l'agriculture, les matières premières, fait que malgré les tensions, malgré les troubles que crée le terrorisme, le tissu social ne s'est pas encore complètement déchiré. Donc, il n'est pas trop tard. Pour peu, bien sûr, qu'on combine l'activité de sécurité, évidemment, dirigée par les forces africaines, bien sûr, mais aussi l'effort économique de développement par les politiques publiques des États, évidemment, mais aussi l'appui de la communauté internationale, dont nous sommes l'un des acteurs. On a créé une alliance Sahel, vous savez, avec 12 partenaires qui se mobilisent pour faire beaucoup plus d'actions dans la zone. La diplomatie, la défense et le développement, ce sont les 3D que vous mettez souvent en avant. L'articulation entre la défense et le développement produit-elle des résultats concrets ? Alors oui, bien sûr. On travaille à Ménaka, par exemple. Quels sont ces résultats ? Encore une fois, la croissance, elle s'explique en partie par le financement. Vous avez un chapitre aussi dans le livre sur la situation financière des pays africains, le réendettement, c'est un grand sujet. Il faut qu'on aide les gouvernements à choisir les meilleurs investissements, ceux qui vont créer les emplois attendus pour les populations africaines. La semaine prochaine aura lieu en France, le sommet de Pau. Quelle est la place de l'économie et du développement dans la situation sécuritaire au Sahel ? Alors, le sommet de Pau, bien sûr, c'est pour vérifier l'ampleur, l'insistance qu'on met sur chacun de ces 3D, les trois. La diplomatie, les solutions politiques, la défense, les solutions militaires, le développement, ce dont je viens de vous parler. Et on va tout au long de l'année 2020, d'ailleurs, il va se passer beaucoup de choses en Afrique, pas seulement dans le Sahel. Vous savez qu'il y a un grand sommet à Bordeaux, au début du mois de juin, dans lequel on va rassembler entreprises africaines, entreprises françaises, et chercher les solutions, parce que les solutions naissent aussi en Afrique, évidemment. Et elles nous inspirent en France. Selon vous, les troubles traversant le Sahel relèvent-ils d'une crise sécuritaire ou d'une crise du développement ?
Alors je crois qu'il y a une crise sécuritaire à l'évidence, les infiltrations terroristes, le jeu que font ces partis entre les communautés, on le voit au centre du Mali maintenant, on le voit au nord du Burkina Faso. Après, la réponse doit être combinée et la réponse, c'est aussi bien sûr redonner de l'espoir aux populations. Et je crois qu'on ne se réconcilie. J'ai écrit un petit livre là-dessus qui s'appelle Réconciliation. On ne se réconcilie finalement que si on pense que ces enfants vivront mieux que soi-même, que si on se projette dans le temps. Et donc ça passe par des choses très concrètes. Ça passe par des infrastructures, ça passe par des marchés. On était à Bouaké récemment, au lieu aussi de réconciliation. Ça passe par le développement, ça passe par le changement de la réalité. Au-delà des actes terroristes, l'insécurité dont souffrent les Sahéliens n'est-elle pas avant tout économique ? Oui, bien sûr, bien sûr. Il faut que la croissance soit plus forte encore et qu'elle soit mieux répartie. Donc ça passe encore une fois par des politiques publiques plus équilibrées et du financement plus fort pour atteindre les petites entreprises, les populations dans toute la zone sahélienne. Et c'est ce à quoi l'Agence française de développement avec les autorités s'emploie en passant par le système financier local, la microfinance. Donc oui, bien sûr, la réponse n'est pas que sécuritaire dans le Sahel. Alors on va parler économie et monnaie. Le 22 décembre, vous étiez avec le président Macron à Abidjan. Absolument. Je vous cite, vous avez été saisi d'une grande émotion à l'annonce du passage du franc CFA à l'éco. Pour vous, cette nouvelle monnaie est-elle une bonne nouvelle pour l'économie ouest-africaine ? Alors moi je connais bien ce sujet parce que je me suis occupé de franc CFA longtemps quand j'étais fonctionnaire à la direction du Trésor en France. Donc je mesure un peu le poids historique finalement de ces mécanismes monétaires. Je connais bien le gouverneur de la Banque centrale et il était là dans la salle des fêtes là, du palais d'Abidjan quand le président Ouattara a annoncé cette évolution et j'ai vu effectivement, j'ai vu son émotion, j'ai vu le respect qu'il y avait dans cette évolution de notre cadre institutionnel, de notre relation. Et je me suis dit que c'était, oui, bien sûr, c'était une bonne chose. Mais concrètement, qu'est-ce que ça va changer dans la vie des Africains et des Africaines ? Alors ça ouvre la possibilité, je crois, d'améliorer les systèmes financiers. On va s'y employer, tout en gardant une monnaie forte, puisque la garantie française reste derrière l'éco, comme elle était derrière le franc CFA, ce qui permet quand même aussi de maîtriser l'inflation. Le président Ouattara a beaucoup insisté sur ce point, parce que l'inflation, c'est un impôt sur les pauvres. Hein. Un certain nombre de pays d'Afrique, j'étais récemment au Zimbabwe, connaissent des phénomènes d'inflation très élevés qui, in fine, pèsent sur les populations les plus pauvres. Et ce projet ambitieux d'éco sera-t-il réalisable en 2020 ? Alors, c'est aux autorités de la zone maintenant, évidemment, de le mettre en œuvre. Tout l'enjeu, c'est aussi, l'éco, c'est le nom d'une monnaie qui dépasse l'Union monétaire ouest-africaine actuelle, les 8 pays de l'UMOA. Et vous avez noté déjà, il y a eu des réactions, par exemple, des autorités ghanéennes. Il y a eu aussi des réactions des autorités du Nigeria. Donc, vous voyez, les pièces sont en train de bouger. Et je pense que c'est très intéressant parce qu'on peut arriver à des équilibres ensuite monétaires, économiques, in fine, financiers, qui sont peut-être plus dynamiques encore que ce qui se passe aujourd'hui. Dans quelle mesure les incertitudes extérieures, comme les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis, peuvent avoir des conséquences sur le continent ? Alors l'Afrique est en train de nous donner une belle leçon en fait, parce que c'est la guerre commerciale en ce moment, entre la Chine et les États-Unis en particulier, avec des vraies conséquences dans les économies développées. Et à ce moment-là, quelles sont les conséquences pour les économies africaines ? Alors, non, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'à ce moment-là, l'Union africaine vient de décider de créer une zone de libre-échange continentale africaine. Donc voilà, exactement. Donc au moment finalement où le monde se fracture, un peu se fragmente d'un point de vue commercial, où on peut penser que des chaînes de valeur, on voit bien les fabricants de composants, électroniques sont en train de relocaliser dans des zones géographiques, l'Afrique nous dit non, on croit toujours au libre-échange et d'abord, bien sûr, au libre-échange entre pays d'Afrique. Donc ce n'est pas sans lien avec ce qu'on vient de dire sur la monnaie. Donc il y a de la croissance endogène, la croissance en Afrique elle-même, qui va conduire, je l'espère, à plus encore d'activités industrielles et d'emplois manufacturiers. Et le commerce est un élément important. Donc l'Afrique, elle est un petit peu à contre-courant des évolutions internationales, mais elle nous rappelle que l'échange, évidemment, c'est source de richesse. Dans votre ouvrage, vous soulignez la vulnérabilité de l'Afrique face aux événements climatiques. Quelles sont
quels seront les pays les plus exposés? Alors oui, le changement climatique dont l'Afrique n'est pas responsable. Vous savez, l'Afrique a peu émis de gaz à effet de serre et on émet encore assez peu. Elle en est la première victime par le réchauffement climatique, l'érosion côtière. On le voit à Saint-Louis, j'y étais récemment. On le voit il faut changer les pratiques agricoles. Donc il y a de grandes transformations qui sont attendues en Afrique. On attend peut-être 80 millions de réfugiés climatiques en Afrique. C'est certaines analyses internationales qui disent cela. Donc ça va avoir des conséquences. Et l'AFD intervient auprès des pays qui seront les plus exposés face à ce changement climatique? Alors, la moitié des financements de l'AFD ont un bénéfice direct pour la lutte contre le changement climatique. Donc c'est une grande priorité pour nous. Et on dialogue effectivement avec l'ensemble des pays pour qu'ils adaptent leur politique publique, leur façon, leurs semences, à l'intérieur de chacun des projets pour prendre en compte et anticiper ces évolutions défavorables, évidemment. Dans votre ouvrage également, vous indiquez que la dette publique africaine est passée de 35% en 2010 à 60% en 2018. Comment expliquez-vous ce que vous qualifiez de trajectoire ascendante? Alors vous savez, l'Afrique a été prise dans une crise de la dette qui a duré plusieurs décennies et qui s'est achevée au début des années 2000 avec l'annulation, la restructuration de la dette. On était retombé à environ 30% du PIB africain en volume de dette. Et puis, effectivement, on est remonté maintenant à 58%. Donc, il y a eu un rythme assez rapide qui rend maintenant les États beaucoup plus attentifs à la qualité des investissements qu'ils financent avec ces financements, avec cette dette. Après, il ne faut pas survaloriser cette évolution. On n'est pas pire qu'en Amérique latine, vous voyez, par exemple. Le rythme a été aussi rapide et on est sur les mêmes niveaux de dette en Amérique latine. Donc il faut faire attention, il faut être très efficace et très précis dans les projets qu'on finance. Mais enfin, la situation est loin d'être catastrophique et il reste encore beaucoup de marge. Merci Rémi Rioux, vous êtes le directeur général de l'Agence française de développement, l'AFD, qui publie un ouvrage intitulé L'économie africaine 2020. C'est aux éditions La Découverte. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous.